Je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à voix haute, en 8 ans de mariage et en 26 ans dans la vérité. 3 jours avant mon mariage, je suis entrée dans la salle du fond de la salle du royaume avec mon fiancé, et 3 anciens nous ont posé des questions sur ce que nos corps avaient le droit de faire pendant nos fiançailles. J'avais 18 ans. Je n'avais jamais embrassé un garçon. Je suis ressortie de cette pièce avec la nausée, et je n'ai pas su, pendant 8 ans, comment nommer ce que je venais de vivre. Ce qu'on appelle l'entretien prénuptial chez les témoins de Jéhovah, ce n'est pas un cours de préparation au mariage, c'est un interrogatoire. 3 anciens, une table rectangulaire, une boîte de mouchoirs déjà posée, et un manuel intérieur dont les fiancés n'ont jamais le droit de voir les pages. Il s'appuie sur l'idée que la pureté de la jeune fille est l'affaire de la congrégation, que sa nuit de noces est un dossier ouvert. Ils posent leurs questions à voix douce, ils notent les réponses. Et la jeune femme de 18 ans qui est en face d'eux apprend, sans qu'on lui dise, que son corps n'est plus le sien. Si tu es là, reste avec moi. Je sais que c'est beaucoup ce que je te raconte ce soir. Si tu peux, abonne-toi et laisse un mot en commentaire, pas pour l'algorithme, mais pour qu'une autre femme qui regarde en cachette, après l'étude de la tour de garde, sache qu'elle n'est pas seule dans la salle. Sois témoin avec moi. Reste dans la pièce. 11 octobre 2017, 3 jours avant, le soir. La cuisine de mes parents à Clermont-Ferrand sentait le savon de Marseille et la soupe au vermicelle, et ma mère m'avait posé une nappe en toile cirée à fleurs sur les genoux pour que je l'aide à plier les serviettes en papier pour la réception. On était assises côte à côte sans parler. Elle sentait la crème Nivea et le papier des revues La Tour de Garde, comme toujours. Et moi, je pensais à ce qui m'attendait le lendemain, parce que mon père nous avait annoncé la veille, à Julien et à moi, qu'il fallait passer par la salle avant la cérémonie, qu'il fallait rencontrer les frères. J'avais cru, naïvement, que c'était pour les vœux, pour la lecture qu'on allait faire, pour les versets. J'avais 18 ans. Je m'appelais Camille Moreau. J'avais été baptisée à 13 ans à l'Assemblée de district de Lyon. J'étais pionnière auxiliaire depuis 3 ans. Et j'allais épouser Julien Lefebvre, assistant ministériel, 22 ans, considéré comme un frère exemplaire. Je n'avais jamais embrassé personne. Je n'avais jamais tenu la main d'un garçon plus de quelques secondes, et toujours en présence d'un chaperon, parce que c'est comme ça qu'on faisait la fréquentation à la salle du royaume de Clermont-Ferrand Nord. Mes fiançailles avaient été chronométrées par les anciens, validées par mon père, surveillées par les sœurs plus âgées qui passaient nous saluer, comme par hasard, quand on était assis dans le hall. 10 mois, pas une porte fermée, pas une voiture stationnée trop longtemps, pas un coup de fil après 22 heures. Ma mère a posé sa main sur la mienne, ce soir-là, en pliant les serviettes, et elle a dit « Demain, ils vont vous parler de la pureté. C'est normal, ne sois pas gêné. » Puis elle s'est levée pour aller chercher du thé, et c'est tout. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Aucune préparation, aucune explication. Juste, ne sois pas gêné. Comme si on prévenait une enfant qu'on lui ferait un vaccin et qu'il faudrait être courageuse. Sur la table de la cuisine, à côté du sucrier, il y avait un exemplaire usé du Secret du bonheur familial, le livre rose à couverture rigide que la Watchtower distribuait à tous les couples fiancés. Le coin du chapitre 5 était corné. Ma mère l'avait préparé pour moi depuis des semaines. Je n'avais pas encore eu le courage de l'ouvrir. Je l'ai pris ce soir-là. Je suis montée dans ma chambre. J'ai lu 3 pages debout, le dos contre la porte, et j'ai refermé le livre, parce qu'il parlait de l'épouse qui édifie une famille heureuse en se soumettant joyeusement à son chef. Et je me suis dit que demain, à la salle, les frères allaient sans doute me lire ces mêmes versets. Je me suis trompée. À la salle, ils n'ont pas parlé de soumission joyeuse. Ils ont parlé de mes mains, de mes lèvres, des endroits que j'avais le droit de toucher et de ceux que je ne devais pas toucher. Et ils me l'ont demandé en me regardant. J'aimerais te dire que je m'en suis méfiée à l'avance, que j'ai senti que quelque chose clochait. Mais non. À cet âge, dans ce monde, on ne se méfie pas, on obéit. La méfiance était un péché. Elle s'appelait l'esprit indépendant. Donc je n'ai pas eu peur. J'ai eu de la gratitude. J'ai pensé,
Comme c'est gentil de leur part de prendre du temps pour nous avant le mariage. Voilà ce qu'on m'avait appris à penser. Cette nuit-là, j'ai laissé le livre rose ouvert sur ma table de chevet. Je me suis endormie en récitant Proverbe 3,5, le verset encadré qu'on m'avait offert pour mes 15 ans. Mets ta confiance en Jéhovah de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Je l'ai récité comme un somnifère, et j'ai éteint la lumière en pensant qu'à dans 72 heures, je serai une femme mariée et que tous les ennuis de la jeune fille, la solitude, la peur de plaire, les questions sans réponse, seraient derrière moi. C'est ce qu'on m'avait promis depuis l'âge de 14 ans. Le mariage allait me résoudre. J'avais préparé ma robe la semaine d'avant. Une robe pudique blanche, manches longues, col haut, jupe au mollet. Ma mère avait validé chaque détail devant le miroir. Elle avait dit « Il ne faut pas qu'on voie tes clavicules, c'est mondain. » J'avais 18 ans et je m'inquiétais pour mes clavicules. Pas pour ce qui m'attendait dans la pièce du fond le lendemain, pas pour la chambre d'hôtel à minuit le 14. Pour mes clavicules. C'est la mesure exacte de ce qu'on m'avait fait. 12 octobre 2017, 19h, la salle du fond. Néon au plafond qui bourdonnait, moquette industrielle grise. Une table rectangulaire, 4 chaises pliantes, une boîte de mouchoirs en équilibre sur le coin. Frère Dupont, 68 ans, président du comité, voix douce et paternelle. Frère Lambert, surveillant du service, écritoire sur les genoux. Frère Bernard, le plus jeune, 47 ans, meilleur ami de Julien. Il aurait dû se récuser, il ne l'a pas fait. Julien était assis à côté de moi. Et puis frère Dupont a souri, calmement, et il a dit « On va prendre quelques minutes pour parler de votre pureté avant le grand jour. C'est normal. Tous les couples passent par là. Voilà ce que j'ai appris ce soir-là, et ce que je veux que tu comprennes maintenant. Cet entretien n'est annoncé nulle part. Il n'apparaît dans aucune brochure publique de l'organisation. Mais il existe dans le manuel confidentiel des anciens, Faites paître le troupeau de Dieu, que les frères de base ne voient jamais et que les sœurs ne voient encore moins. Un chapitre entier y est consacré à la conduite à tenir avec les couples se mariant. Ce chapitre prescrit, presque mot pour mot, la conversation que j'ai vécue. Ce n'était pas l'initiative de frère Dupont. Ce n'était pas une dérive locale. C'était la procédure. La logique du collège central est simple. Le mariage chez les témoins est censé être l'union de 2 personnes arrivées vierges de tout contact intime. La pureté, dans ce vocabulaire, ne signifie pas seulement l'absence de rapport. Ça veut dire aussi pas de baisers prolongés, pas de caresses, pas de mains qui s'égarent. Tout cela est rangé sous un terme générique. Pornéia. Et la pornéia, si elle est avérée avant le mariage, est une faute pour laquelle les fiancés peuvent être traduits devant un comité judiciaire, exclus, publiquement humiliés. Donc avant le mariage, les anciens vérifient. Ils ne disent jamais qu'ils vérifient. Ils disent qu'ils accompagnent. Mais leurs questions sont des questions d'enquêteurs. Ce qu'on m'a demandé ce soir-là, je vais te le résumer sans crudité. On nous a demandé, à Julien et à moi, ensemble, devant les 3, si nous nous étions déjà tenus la main de manière prolongée, si nous nous étions déjà embrassés, sur la bouche ou sur la joue, s'il y avait eu de la langue, s'il y avait eu des caresses par-dessus les vêtements, par-dessous les vêtements, si nous avions été seuls dans une voiture, dans une chambre, dans un appartement vide. Frère Dupont posait les questions, frère Lambert notait, frère Bernard regardait Julien, jamais moi. Et entre chaque question, il y avait un silence, dans lequel on était censé répondre par oui ou par non, à voix basse, devant l'homme avec qui on allait passer notre nuit de noces dans 72 heures. Ce que personne ne m'avait dit, c'est qu'à ce moment-là, je devenais aux yeux de l'organisation un dossier ouvert. Tout ce que je répondrais serait noté. Tout pourrait servir, des années plus tard, à un autre comité. La règle des 2 témoins fonctionne aussi dans l'autre sens. La confession devant 2 anciens vaut témoignage à charge contre soi-même, pour le restant de sa vie d'adhésion. Quand on m'a interrogé en novembre 2025, 8 ans plus tard, frère Dupont avait toujours mes notes de 2017 dans une chemise. Et il y a une chose plus profonde encore que je veux que tu saisisses.
Dans cette pièce, le 12 octobre 2017, on n'a jamais utilisé le mot consentement. Pas une seule fois. On a parlé de pureté, de devoir conjugal, de soumission, de qualité de chef. Frère Dupont a même cité 1 Corinthiens 7,3, le verset sur le devoir conjugal. Et il a regardé Julien en disant « Tu auras autorité sur son corps ». Puis il s'est tourné vers moi. « Et toi sur le sien ». Comme si c'était symétrique. Mais on savait tous dans cette pièce que ce n'était pas symétrique, que la qualité de chef se déclinait dans un seul sens. J'ai compris plus tard que cette pièce n'était pas un accident. C'était un dispositif. La doctrine de la qualité de chef ne tient que si la jeune femme arrive ignorante, terrifiée et obéissante. Le collège central ne tient que si chaque congrégation locale reproduit fidèlement ce protocole, dans cette pièce du fond, sous ces néons, sur cette moquette grise, dans toutes les salles du royaume de France et du monde. Ce que j'ai vécu à Clermont-Ferrand, une jeune sœur le vit ce mois-ci à Brest, à Strasbourg, à Toulouse, à Marseille. Au même mot, à la même table, avec une boîte de mouchoirs identique. 13 octobre 2017. La veille, je n'ai pas dormi. Je me suis levée vers 3 heures du matin pour aller boire de l'eau dans la cuisine, et j'ai trouvé ma mère assise sur le tabouret, dans son peignoir bleu, en train de lire La tour de garde sous la lumière de la hotte. Elle ne m'a pas vue tout de suite. Elle pleurait. Doucement, sans bruit, comme on pleure quand on a 60 ans et qu'on a appris à ne jamais déranger les hommes de la maison. Et là, j'ai compris que ma mère savait. Qu'elle aussi, à 19 ans, en 1985, était passée par une pièce du fond, avec d'autres anciens qui s'appelaient autrement. Qu'elle aussi était sortie avec la nausée, et que personne, jamais, ne l'avait nommée pour elle. Je suis remontée sans lui parler. Le lendemain matin, elle m'a tressé les cheveux pour la cérémonie, et elle m'a dit, en fixant le miroir, « C'est lui ton chef maintenant ». Et elle a déposé le secret du bonheur familial avec un post-it jaune sur le chapitre 5, sur le bord du lavabo, comme un viatique, et elle a fermé la porte. Le livre rose est entré avec moi dans le sac de toile pour l'hôtel. L'élément déclencheur n'est pas venu en 2017, pas en 2018, pas même pendant le carnet bleu de Julien, en 2019. Il est venu 7 ans plus tard, à l'arrière-boutique d'une boulangerie de Clermont-Ferrand, un mardi après-midi de l'été 2024, devant une grille en inox de pain au levain encore tiède. Marion avait 34 ans, divorcée, mère célibataire. Elle était mondaine, tout ce qu'on m'avait appris à craindre. Et elle m'a dit en retournant un pain, « Ça a l'air vraiment solitaire ta vie. Est-ce qu'il t'arrive de choisir quelque chose juste parce que ça te rend heureuse ?» Personne ne m'avait jamais demandé ça en 25 ans. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, et j'ai pensé à Frère Dupont. Pour la première fois, en pensant à lui, j'ai été en colère. Pas hystérique, calme. Je me suis souvenue de l'écritoire sur ses genoux, du bloc-notes jaune, du stylo qu'il faisait cliqueter entre les questions. Je me suis souvenue qu'à 18 ans, j'avais gardé les mains croisées sur les genoux pendant 40 minutes, parce que je ne savais pas où poser mes bras. Et je me suis dit, ces hommes m'ont fait honte de mon propre corps avant même que ce corps n'existe pour moi. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé à lire en cachette. J'ai lu un article de presse sur la Commission royale australienne dans les toilettes du rez-de-chaussée à 2h47 du matin pendant que Julien dormait. Luminosité au minimum, les pieds nus sur le carrelage froid. J'ai lu le dossier 29 jusqu'au bout. J'ai compris que la règle des 2 témoins avait abîmé des centaines d'enfants à travers le monde, dont les agresseurs n'avaient jamais été dénoncés à la police, parce qu'il manquait toujours le 2e témoin oculaire. Et alors, l'entretien prénuptial du 12 octobre 2017 a pris une nouvelle forme dans ma tête. C'était une pièce de la même machine. En novembre 2025, je suis allée voir les anciens pour leur demander un divorce. Sans base scripturaire, parce que Julien ne m'avait pas trompée. Il m'avait seulement brisé d'une manière que le collège central ne reconnaît pas. On m'a convoquée en comité judiciaire 3 semaines plus tard, dans la même salle du fond. Frère Dupont avait 76 ans cette fois. Il avait une chemise en plastique transparent avec des feuilles dactylographiées. Au milieu,
J'ai vu fugitivement le coin d'une page jaune avec mon écriture de jeune fille. Il avait gardé mes notes de 2017 pendant 8 ans. Quelque part, dans une armoire de la salle du royaume, mon dossier de pureté de jeune mariée attendait. Frère Dupont a posé une question, ce soir-là, qui m'a arrêté le souffle. Il a dit « As-tu toujours accompli ton devoir conjugal ?» Et j'ai vu, en entendant, tout le chemin qu'il avait fallu à cette phrase pour me parvenir. Du chapitre 5 du secret du bonheur familial. De la cuisine de ma mère le 11 octobre. De la pièce du fond le 12 octobre. De l'hôtel Mercure le 14 octobre. Du carnet bleu de Julien en 2019. Et là, à 26 ans, avec le souvenir de Marion et des pains au levain, j'ai répondu non. J'ai dit non, doucement, sans pleurer. Et j'ai vu frère Bernard baisser les yeux. J'ai vu frère Lambert continuer de noter. J'ai vu frère Dupont incliner légèrement la tête, comme s'il avait obtenu l'aveu qu'il attendait depuis le 12 octobre 2017. Comme si tout le dossier convergeait vers cette syllabe-là. Le 14 décembre 2025, depuis l'estrade de la salle du royaume, on a annoncé « Camille Lefebvre n'est plus l'une des témoins de Jéhovah ». Une seule phrase. Et toute ma vie d'avant a basculé dans le silence. Je vis seule à Lyon depuis janvier. Un T2 dans le 7e arrondissement, choisi exprès loin du centre des témoins de France, choisi pour le tramway qui passe toutes les 10 minutes, choisi pour la boulangerie du coin où je peux acheter une baguette le dimanche sans que personne ne me reconnaisse. Je vois une psychologue laïque 2 fois par semaine. Elle ne parle pas TJ, elle ne connaît pas les versets. Elle me demande, à chaque séance, ce que mon corps a senti cette semaine-là, et j'apprends, à 26 ans, à répondre. C'est lent, c'est petit. Je dis, j'ai eu froid aux mains au Leclerc. Je dis, la baguette était trop cuite. Et elle prend ça au sérieux, comme si c'était des phrases importantes. Pour elle, ça l'est. Pour moi, ça commence à l'être. J'ai coupé mes cheveux à hauteur des épaules le mois dernier. Pour la première fois depuis le mariage. Le coiffeur m'a demandé combien je voulais en enlever, et je n'ai pas su répondre. J'ai dit « ce que vous voulez ». Il a souri et il a dit « non, dites-moi vous, ce que vous voulez ». J'ai mis 30 secondes. J'ai fini par dire « aux épaules ». Et c'était la première décision esthétique de ma vie d'adulte que je prenais sans demander la permission à personne. Marion m'envoie un message de temps en temps. Elle a déménagé à Brioude pour son fils, mais elle m'écrit. Elle me demande si j'ai goûté tel ou tel pain. Elle ne m'interroge pas sur ma religion. Elle me parle de pain, parce qu'elle a compris que ce dont j'avais besoin, ce n'était pas qu'on commente ma sortie. Mon frère Thomas ne m'a pas écrit depuis 7 mois. Je sais qu'il est devenu ancien à plein titre cette année. Je sais que Louise et Noé grandissent sans moi. Je n'écris pas. Je leur laisse leur tranquillité. Je continue à exister, en dehors de leur cadre, comme une preuve patiente. Le secret du bonheur familial, le livre rose, je l'ai gardé. Il est dans un carton sous mon lit, à Lyon. Je l'ai ressorti une fois en février. J'ai relu le chapitre 5, lentement, et je n'ai pas pleuré. J'ai juste tourné les pages en pensant à la jeune fille de 18 ans, qui était entrée dans la pièce du fond avec Julien, et je lui ai dit, à elle, à travers le papier, « Tu n'avais rien fait de mal. » Il n'avait pas le droit. Puis j'ai refermé le livre et je l'ai remis dans le carton, comme une pièce à conviction, comme un témoin que je garde pour le jour où une autre jeune femme me demandera ce qui s'est passé dans cette pièce du fond. Une femme m'a écrit la semaine dernière, je ne dirai pas son prénom, pour me dire qu'elle avait 22 ans, qu'elle vivait à Caen, qu'elle se mariait dans 2 mois avec un assistant ministériel, et qu'elle avait son entretien prénuptial mardi prochain. Elle voulait savoir si elle avait le droit de dire non, si elle pouvait refuser certaines questions, si elle pouvait sortir de la pièce. Je lui ai répondu, et je vais te dire la même chose ici. Tu as le droit. Tu as toujours eu le droit. Aucun homme, aucun ancien, aucun protocole du collège central n'a le droit de te poser des questions intimes sur ton corps avant ton mariage. Ce n'est pas un acte spirituel, c'est un dispositif de contrôle.
Tu peux refuser d'y entrer. Tu peux te lever et sortir. Si tu as grandi dans une maison où l'on t'a appris que ton silence s'appelait ta vertu, je te vois. Si tu as marché vers ton mariage en ne sachant rien de ce qui t'attendait, parce que ta mère elle-même n'avait jamais été autorisée à nommer les choses, je te vois. Si tu es ressorti d'une pièce du fond avec la nausée et que tu n'as jamais su pourquoi, je te vois. Je te vois aussi si tu es encore à l'intérieur. Si tu lis ces lignes en cachette le dimanche soir, si tu es la mère qui sait, comme la mienne savait, et qui n'arrive pas à parler. Je te vois. J'attends seulement que tu te souviennes que tu as un corps, et que ce corps t'appartient, depuis toujours, malgré tout ce qu'on t'a fait croire dans une pièce sous des néons. On m'a appris à attendre la fin du monde. Personne ne m'a appris à y vivre. Aujourd'hui, à 26 ans, à Lyon, je fais l'apprentissage très lent, très ordinaire, d'une vie où plus aucune pièce du fond ne m'attend. Je marche le long du Rhône le matin, j'achète mon pain, je vais voir ma psychologue, je réponds à Marion, je laisse mon frère tranquille. Je relis parfois le livre rose, et je le referme. Et je dis à la jeune fille de 18 ans qui dort encore quelque part en moi qu'elle peut, si elle veut, ouvrir la porte de la pièce et sortir dans le couloir, et que personne ne lui posera plus jamais de questions sur sa pureté. Plus jamais. La liberté fait moins mal que l'obéissance, je te le promets.